Albert Einstein a écrit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, il le sera par ceux qui les regardent sans rien faire. » Nos sociétés occidentales matérialistes sont des sociétés spirituellement sous-développées qui sont en train de détruire la planète. Et je crois que des manifestations comme aujourd'hui, un colloque sur la spiritualité, est peut-être en train de faire changer les choses. Nous allons enfin arrêter de regarder les choses sans rien faire. Et je dois remercier Marlène Nobre, Jean-Paul Évrard d'avoir organisé ce colloque en France, à Toulouse en plus, parce que je suis toulousain, donc ça me fait doublement plaisir. Et il y a quelques difficultés en France à faire passer la spiritualité. Je pense que nous faisons partie des pays les plus spirituellement sous-développés. Aux États-Unis, on peut parler de spiritualité sans problème. En France, on peut parler sans problème de viol, de sexualité, de pornographie, mais il est interdit, tabou, de parler d'amour et de spiritualité. C'est quand même étonnant ce qui se passe ici, sur ce territoire. Et quand vous baladez un petit peu partout dans le monde, même au fin fond de l'Afrique, vous allez trouver une tribu, elle sera spirituellement plus développée que les Français, enfin que la France. Donc c'est quand même assez terrible. Un petit exemple parmi tant d'autres, ce colloque devait se tenir à l'université Paul Sabatier. Oui, je vois qu'il y a des murmures, ça fait déjà une petite réaction, c'était étonnant, mais bon. Les choses se passaient relativement bien, et au tout dernier moment, tout a basculé. Le doyen de la faculté a fait passer une lettre en refusant ce colloque, donc à l'université Paul Sabatier, en disant qu'il ne fallait pas montrer la spiritualité aux étudiants d'université. Vous vous rendez compte un petit peu ça. Il n'y a pas lieu de montrer la spiritualité dans un lieu universitaire et laïque. Voilà quelle a été la réponse. Il y a une confusion sur notre territoire entre la spiritualité et la religiosité peut-être. On a tendance à faire l'amalgame et on a une connotation forcément péjorative lorsqu'on parle de spiritualité. Lorsqu'on parle de spiritualité, on est pris pour un cinglé en France, ou alors pour l'adepte d'une secte, ou alors pour... j'ai tout entendu, moi, vous savez, à propos de ce colloque. Et je dois dire que c'est véritablement dommage parce qu'on est vraiment en retard en France, on a 30 ans de retard. Aux États-Unis, il existe des chaires de médecine spirituelle un petit peu partout, dans les facultés de médecine, et la guérison spirituelle ne fait plus maintenant de polémique. Elle est pratiquement acquise au niveau de la connaissance scientifique. Mais ici, alors je vous promets qu'on traîne la patte. Donc, je voulais remercier, bien sûr, Marlène Nobre et Jean-Paul Évrard d'avoir fait cet effort, cette performance, de vous réunir ici cet après-midi, encore demain, ce matin aussi magnifique, pour parler de tous ces sujets. Ceci étant dit, je voudrais... Ah, il semble qu'il est bloqué, mon... Non. On m'a présenté, oui, donc je ne vais pas insister, je travaille tout près d'ici, à la clinique Saint-Jean-Languedoc, vous voyez, c'est pas très loin. J'ai pas de longs voyages à faire comme vous pour venir jusqu'ici. Et je m'occupe de réanimation et je m'occupe aussi d'anesthésie. L'anesthésie, c'est une spécialité qui n'est pas très bien connue par les patients qui viennent se faire opérer. Et ce mot d'enfant, dit maman, c'est quoi un anesthésiste? Je ne l'ai pas inventé. C'est un enfant qui a demandé à sa mère, mais qui c'est ce monsieur, cet anesthésiste, qu'est-ce qu'il va me faire? Et il a bien fallu lui expliquer que c'était le monsieur qui allait l'endormir et le réveiller. Et nous, médecins anesthésistes, je sais qu'il y en a dans la salle, puisqu'il y en a un qui est venu me voir tout à l'heure, nous avons un métier assez particulier, nous comprenons à peu près ce que nous faisons lorsque, rassurez-vous, s'ils devaient vous faire opérer, lorsque nous endormons les gens et lorsque nous les réveillons,
il faut provoquer des comas suffisamment profonds, comas chimiques, pour que le patient puisse être opéré et ne plus sentir le bistouri du chirurgien, et suffisamment réversible aussi, puisque après, il doit être réveillé sans séquelles, a priori. Donc vous voyez derrière moi tout un tas d'appareils là pour surveiller le cœur, la respiration, la fréquence, tout ça. Mais il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend rien, mais absolument rien, de ce qui se passe au niveau de la conscience, puisqu'il faut bien entendre à un moment donné certains de nos patients qui nous disent qu'ils sont passés donc, de l'autre côté de la cloison pour décrire ce qui se passait dans le bloc opératoire à côté. Donc vous trouverez ces témoignages surprenants, mais pourtant ils sont logiques si on admet qu'à un moment donné, on est capable de sortir de son corps, tout simplement. Il faut admettre ce principe-là. Alors, j'ai quand même une particularité par rapport à l'ensemble de mes confrères, c'est que je ne pense pas que l'après-vie existe. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, si vous voulez. Voilà. J'ai reçu une expérience qui m'a un petit peu bouleversé, et sans cette expérience, je ne serais pas cet après-midi devant vous. Je pense que j'aurais continué mon chemin dans la matérialité probablement. Mais j'ai eu une expérience personnelle qui m'a changé, donc c'est pour ça qu'il faut que je vous la raconte. C'était une expérience qui s'est passée en SAMU, et c'était un blessé qui était coincé dans sa voiture, qu'il fallait que j'aille secourir. Et ce jour-là, donc, s'est passé quelque chose de très personnel pour moi, qui n'a rien de scientifique du tout, mais qui pourtant m'a transformé. Lorsque je suis arrivé près de ce patient, eh bien, il était en train de mourir, il fallait que je le perfuse rapidement. Et du fait de, oui, mon inexpérience, mon émotion, j'en sais rien, tout un tas de choses, ont fait que je ne suis pas arrivé à mettre cette maudite perfusion, et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le patient est parti de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose qui peut paraître complètement, va vous paraître complètement paranormal, j'en sais rien, vous allez peut-être me dire ce type il est complètement cinglé, mais en fait j'ai senti une présence qui partait de ce corps par le haut du crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite et qui est partie haut. Et cette présence était vivante et joyeuse aussi. Alors, comment dire, c'est parti haut, c'était vivant et joyeux, avec des mots, c'est tout à fait indicible, ce genre d'expérience. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que nous étions finalement un véhicule terrestre habité par une entité, je peux voir les choses comme ça, qui sort de ce véhicule au moment de la mort pour aller je ne sais où, mais en tout cas ça continue, ça j'en ai l'intime conviction. Et donc j'ai commencé par ce biais à m'intéresser à ces sujets, j'ai lu sur les expériences de mort imminente, j'ai fait moi-même des recherches, et je me suis aperçu que tout corroborait, que les gens disaient bien être sortis de leur corps à un moment donné, certains même beaucoup, par le haut du crâne comme je l'avais perçu, ça collait, si vous voulez, avec mon expérience, et c'est pour ça que je me suis intéressé à tout ça, parce qu'on me demande souvent, mais pourquoi s'intéresser à tout ça? Alors, il a du mal à passer, voilà. Il faut savoir que la mort a une définition complètement aléatoire, qu'elle est fonction de nos limites, de nos possibilités de réanimation. Au XVIe siècle, c'était tout simplement le coma réactif, c'est-à-dire si vous stimuliez quelqu'un, s'il y avait une stimulation douloureuse, si cette personne ne bougeait pas, eh bien, on la considérait comme décédée. Voilà. Et puis si la pauvre avait le malheur de se réveiller dans son cercueil, on l'achevait, on la prenait pour un vampire, en fait c'était affreux. Et heureusement, on n'en est pas resté là. Quelques siècles plus tard, ça a été l'arrêt respiratoire. On mettait un petit miroir devant la bouche, et puis s'il n'y avait pas de buée, eh bien, on considérait que la personne était partie de l'autre côté, parce qu'elle ne respirait plus. Maintenant, bien sûr, on s'est réanimé ce genre de coma et ce genre donc d'arrêt respiratoire. Ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Il y a encore 50 ans, quelqu'un avait le cœur qui s'arrêtait, on ne le massait même pas, c'était très rare. On considérait qu'il était décédé. Et maintenant, il y aura de plus en plus d'arrêts cardiaques récupérés, parce que vous savez qu'il y a un vaste programme en France, notamment de défibrillateurs automatiques qui vont être mis en place, et on aura de plus en plus de gens qui reviendront d'arrêt cardiaque. Donc c'est quoi actuellement la définition de la mort? Eh bien c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. Mais ça ne suffit pas, parce que Mario Beauregard vous a donné l'exemple de Pamela Reynolds, qui a eu
une mort clinique pendant plus d'1 heure pour cette opération. Pour avoir la définition d'une mort définitive, une mort clinique définitive, il faut en réanimation un certain nombre de critères, en particulier 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes, en dehors des conditions d'hypoxie et de narcose, de froid ou de produits qui endorment le cerveau. Dans ces conditions-là, on peut, en médecine, prélever un organe ou débrancher un respirateur. On considère que le véhicule terrestre ne peut plus servir, ou tout au moins il peut servir encore, mais en pièces détachées. On peut voir les choses comme ça. Je crois qu'il reste bloqué sur quelques... Alors, Mario Brogard vous en a dit 2 mots tout à l'heure, c'est pour ça que je ne vais pas insister ce matin. La définition de la mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral, et on a montré, effectivement, que dans les 10 à 15 secondes d'un arrêt cardiaque, eh bien, le cerveau s'arrêtait de fonctionner, il n'y avait plus d'activité électrique. Donc, la personne était en mort clinique. Et on ne peut plus dire aujourd'hui, personne n'est allé au-delà de cet arrêt cardiaque, puisqu'il y en a qui sont revenus. Donc, c'était bien des personnes qui ont été mortes cliniquement à un moment donné. On ne peut plus dire, personne n'est revenu de la mort clinique. Oui, des personnes sont revenues de la mort clinique pour nous raconter un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments sur ce passage mystérieux que l'on appelle les expériences de mort imminente ou near-death experience. Le pourcentage, Mario a parlé de 14%, moi j'avais un chiffre un petit peu plus fort, mais bon, entre 14 et 18% des arrêts cardiaques ont pu décrire des expériences de mort imminente. C'est dire quand même qu'on est loin d'avoir quelque chose de neutre, et c'est un phénomène qu'il faut tout à fait prendre en considération. Je ne vais pas insister sur les expériences de mort imminente, parce qu'on en a parlé ce matin, en particulier l'expérience de Pamela Reynolds, qui, je crois, reste l'expérience phare, et celle qui est le plus documentée, et celle qui est le moins contestable, puisque il y avait des présences de scientifiques, et puis il y a eu des enregistrements, et puis ça a fait l'objet aussi d'une communication dans une revue qui n'a rien d'ésotérique, qui est la revue The Lancet, qui a publié donc ce cas de Pamela Reynolds, étonnant. Cette femme qui a été capable de voir, d'entendre et de comprendre et d'intégrer tout ça au niveau de quelque chose qui n'était pas son cerveau, puisque son cerveau ne fonctionnait plus au moment même de l'expérience. Et la revue de Lancet, un comité de lecture, ce ne sont pas du tout des fantaisistes qui éditent ce genre d'expérience. Il faut savoir que la séquence événementielle est à peu près toujours la même, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement pour un scientifique, c'est pas tellement l'expérience transcendante, c'est pas tellement la rencontre avec les disparus, la lumière, etc. Bien sûr, c'est très émouvant et très fort, cette expérience-là. Mais pour un scientifique, ce qui est le plus intéressant et le plus surprenant, c'est que les personnes décrivent des situations réelles au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc, franchement, là, si avec ces expériences-là, on n'est plus capable de dire qu'une forme de vie existe au moment de la mort clinique, c'est véritablement qu'on est complètement bouché, quoi. Ou alors je n'y comprends rien. Quand on a des gens qui sont en état de mort clinique, avec un cerveau qui ne fonctionne plus, et qui sont capables de voir des choses qui se passent à distance de leur corps, comment est-ce possible? Ce n'est pas parce qu'on n'explique pas, nous les scientifiques, les choses, que les choses n'existent pas. Et il faut bien reconnaître que ces expériences-là nous bouleversent. Et c'est là-dessus que s'excitent un certain nombre de scientifiques matérialistes. Mario Beauregard a très bien fait l'historique de toute cette pensée scientifique matérialiste. Et ça les dérange beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de modèle capable, actuellement, d'expliquer ce phénomène d'out-body experience ou de décorporation. Il y aurait, selon les études, j'ai trouvé une étude où elle est très importante, cette décorporation, 70%, mais peu importe le pourcentage, il suffirait qu'il y ait quelques pourcentages de ce phénomène pour nous interpeller, à nous, médecins.
Ce qui est très surprenant, c'est qu'on a la perception exacte de ce qui se passe à distance de notre corps. Ce qui veut dire que cette décorporation n'est pas une hallucination. Ce n'est pas une hallucination et pour le prouver, certains de mes confrères ont essayé de faire des expériences, notamment Olaf Blank, qui est un chercheur chirurgie neurologique et qui fait des expériences et surtout des traitements sur le cerveau. Il opère des cerveaux sous anesthésie locale. Donc il détruit des foyers épileptogènes, des foyers malades, en faisant passer du courant dans le cerveau, des micro-courants qui vont détruire les zones. Et pour faire ça, il laisse les patients sous anesthésie locale, pour que les patients puissent décrire ce qu'elles perçoivent au moment donc, où l'électrode pénètre, parce qu'il ne faut pas bien sûr faire de lésions au niveau du cerveau. Et à un moment donné, Olaf Blank remarque que lorsqu'il est dans une zone qui est située entre le lobe frontal temporal droit et le lobe pariétal droit, une zone précise qui s'appelle le gyrus angulaire, une de ses patientes dit « Je suis sorti de mon corps, je vois mon corps ». Et stupéfaction dans le bloc opératoire, ils arrêtent la stimulation et la personne dit « Je suis revenu dans mon corps ». Mais en fait, elle n'a pas fait une sortie de corps, elle a simplement vu son corps comme si elle était dessus, dessous ou sur le côté, c'est tout. Donc Olaf Blank a décidé de reprendre toute une série de personnes et lorsque il était dans cette zone, il a essayé de comprendre ce qui se passait. Et il a vu effectivement que chaque fois qu'il stimulait cette zone, il y avait ce qu'on appelle une vision otoscopique externe, c'est-à-dire la sensation d'être à distance de son corps et de voir son corps comme si on était dessus, dessous, sur le côté, mais c'est tout, uniquement son corps. Le docteur Penfield, dans les années 75, avait déjà parlé de ça. Lorsqu'il avait stimulé les cerveaux dans ces zones, il avait vu que les patients avaient l'impression de sortir de leur corps. Le docteur Guy Ryder, qui est un ORL qui travaille sur le cerveau et qui met des petits implants, des petits stimulateurs au niveau de cette zone pour réduire les acouphènes, a remarqué la même chose. Il a vu que lorsqu'il était dans cette zone avec son stimulateur, eh bien la patiente disait que le patient, en l'occurrence, disait être sorti de son corps ou avoir une impression de décalé, mais lui ne voyait pas son corps. Alors lui, il ne connaissait pas, il ne connaissait pas toutes ces expériences de mort imminente, ni les expériences de la Blank. Et il était très étonné, donc il a fait des IRM, il a reproduit l'expérience, et puis il a convoqué la presse à grand tirage, qui avait titré « On a photographié l'âme humaine ». Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec la photographie de l'âme humaine. Il faudra admettre une fois pour toutes que ces décorporations n'ont absolument rien à voir avec les visions otoscopiques externes reproductibles par la stimulation du gyrus angulaire. Mais vous allez comprendre avec ce petit schéma comment ça se passe. Nous avons donc tout un tas de récepteurs cutanés au niveau des articulations qui donnent les angulations précises, des récepteurs tactiles. Nous avons ici aussi dans l'oreille interne tout un tas de réflexes vestibulaires qui nous donnent notre position dans l'espace, notre position exacte. Si bien que si vous fermez vos yeux, eh bien, vous allez savoir très exactement dans quelle position vous êtes. Si vous êtes couché, assis, si vous avez les bras croisés, etc. Parce que toutes ces perceptions vont confluer dans une zone ici, près du thalamus, qui s'appelle le gyrus angulaire. Et si vous supprimez l'information visuelle de tout ça, vous allez avoir donc une projection possible au niveau du lobe occipital, qui est la zone de la vision. Si bien que si on vient vous stimuler en même temps cette zone-là, ici, vous allez avoir un décalage dans le temps qui va se traduire par un décalage dans l'espace. Et vous allez avoir une impression de décalé. Ça n'a absolument rien à voir avec la vision otoscopique externe. Ceci étant relié donc à l'air visuel, vous pouvez avoir même une image virtuelle de votre corps sans pour autant voir ce qui se passe autour de votre corps. Parce que je vous rappelle que les expérienceurs sont non seulement capables de voir leur corps, mais aussi de voir des détails de l'environnement autour de leur corps, comme par exemple Jean Morzel qui a vu la plaque qui était sous la table d'opération, qui a été capable de se balader dans l'hôpital, voir un parc à vélo, etc.
des expérienceurs, il y a beaucoup donc de témoignages de gens qui ont vu des scènes qui se passaient à distance de leur corps, au moment même donc, où leur cerveau ne fonctionnait pas. Vous voyez que c'est quand même très interpellant pour un scientifique. J'ai insisté là-dessus parce que c'est véritablement le point d'achoppement des détracteurs de ces expériences qui veulent faire passer ces expériences de mort imminente pour une hallucination. Alors, on pourrait se demander après ça, mais après tous ces exemples des corporations que je vous ai donnés, alors que le cerveau ne fonctionne plus, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire admettre cette possibilité? Pourquoi est-ce qu'on essaye à tout prix, je dirais à tout prix, mais véritablement à tout prix, de nier l'évidence, à savoir qu'il existe bien une forme de vie lorsque la mort clinique s'installe? Eh bien, il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quoi? C'est un dysfonctionnement de notre raisonnement. Lorsque un événement arrive, que vous êtes témoin de cet événement, et que cet événement va venir bouleverser tout votre disque dur, en quelque sorte. Surtout si le disque dur est chargé par des années universitaires. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous allez avoir, à votre insu, et c'est ça qui est terrible, c'est que ça arrive à votre insu, un système antivirus qui va venir bloquer l'information en disant l'information n'existe pas. Mais ça va se faire à tous les niveaux, et ça va se faire même de façon très violente. Et moi, je suis étonné, depuis la publication de ce livre, Les preuves scientifiques d'une vie après la vie, de toute la violence, de toute l'agression dont j'ai été victime par rapport à la publication de ce livre. Pour vous donner un petit exemple, dernier en date, au mois de juin, une association de lutte anti-secte a été saisie, de façon anonyme bien sûr, en disant que je proférais haut et fort des propos charlatanesques. Voilà. Donc le Conseil de l'Ordre devait rendre son avis, double envoyé au procureur de la République, double envoyé au préfet, qui attendait la réaction de mes pairs pour agir. Heureusement, le Conseil de l'Ordre a répondu que mes apparitions publiques et mes écrits étaient très surveillés. À ce propos, je salue mon confrère qui doit se trouver parmi vous. Et qu'il n'y avait, pour le moment, aucune raison de me donner la moindre sanction, quand on sait que la sanction va du simple avertissement à la radiation à vie en passant par des périodes d'interdiction d'exercice. J'avais quand même de quoi me faire du souci. Mais enfin, bon, c'est passé comme ça, tant mieux, ouf, voilà. Mais cette dissonance cognitive, elle fait quand même des ravages parce que les expériences de mort imminente nous montrent maintenant que il existe bien une dissociation corps-conscience, très probable, compte tenu de tout ce qu'on sait, qu'il existe aussi une différenciation entre le cerveau qui produit de la conscience et la conscience qui n'est pas produite par le cerveau. Puisque lorsque le cerveau s'arrête, eh bien, la conscience, une forme de conscience continue. Et c'est aussi la preuve de l'existence d'une forme de vie après la mort clinique. Et ça, c'est complètement dissonant pour un scientifique. Il n'arrive pas à intégrer ça parce qu'il ne l'explique pas. Les scientifiques matérialistes n'ont pas l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas actuellement les outils pour avoir une connaissance absolue de l'irrationnel. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui, étant donné l'état actuel de nos connaissances, même si ça semble très complexe et très merveilleux, il n'est pas raisonnable de vouloir rationaliser à tout prix l'irrationnel parce que nous n'avons pas tous les outils, tout simplement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre les recherches, il faut poursuivre activement les recherches. Et Mario Beauregard s'y emploie, il ne vous a pas dit, mais cette expérience de cible a été présentée quand même à l'ONU de New York le 11 septembre 2008, avec Samparnia, ils poursuivent cette étude. Donc je crois il y a 10 ans, on n'aurait pas pu présenter ce genre d'études à l'ONU de New York, et là vraiment Mario et Samparnia font un travail formidable, et c'est bien d'avoir des gens comme ça qui veulent un petit peu avancer. L'esprit, il faut bien à un moment donné essayer de le définir. Ce pourrait être l'interface entre deux mondes. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, notamment vous connaissez, on vous en a parlé aussi ce matin,
le générateur des nombres aléatoires, cet appareil qui débite des 0 ou des 1 de façon aléatoire et qui, dans certaines circonstances, dans certains lieux, peut se mettre à bégayer, influencé par l'esprit collectif, une certaine vibration collective. Il y a même eu des réseaux de générateurs qui ont été mis donc, via Internet pour voir ce qui se passait à l'échelon mondial lorsqu'il y avait des grandes émotions. Ce générateur qui s'est mis à bégayer lors de l'effondrement des Twin Towers ou lors des funérailles de Lady Di, c'est quand même très surprenant. Le professeur William Tiller, on parlait de l'eau tout à l'heure avec Madame Nobre, eh bien, lui a montré que à l'université de Stanford, en Californie, des médiums, 4 médiums, étaient capables d'influencer le pH de l'eau de façon significative. Donc toutes ces études sont très intéressantes. Comment ça fonctionne? Certains ont parlé de positrons, des positrons qui seraient à la fois matière et antimatière, comme des neutrinos, et qui seraient capables de véhiculer la pensée à des vitesses supralumineuses. Pourquoi pas? Je crois que quand on est un scientifique, on essaye de montrer un modèle qui correspond aux connaissances. Et à partir du moment où il s'intègre aux connaissances, on le conserve jusqu'à ce qu'une connaissance nouvelle vienne anéantir ce modèle. Voilà comment ça fonctionne et voilà pourquoi les scientifiques matérialistes sont très énervés avec ces fameuses expériences de mort imminente. La télépathie chez le comateux, c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que de façon récurrente dans les récits des expérienceurs, ceux qui ont vécu ces expériences de mort imminente, on a des phénomènes télépathiques et on a donc des gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont revenus, qui ont pu aussi décrire les pensées de leur entourage, mais de façon assez précise, les réanimateurs, le chirurgien, etc. Et on a aussi, et ça c'est assez nouveau, un phénomène télépathique possible dans l'autre sens, c'est-à-dire que des soignants ont pu être influencés par des pensées de comateux qui sont revenus après donc, à la conscience normale et qui ont pu dire, voilà, je voulais dire ça, et ce qu'ils voulaient dire, eh bien, a été intégré dans le cerveau de celui ou de celle à qui il était destiné. Vous voyez, c'est assez nouveau. J'ai pas mal donc collecté dans cette étude prospective de témoignages dans ce sens, de soignants qui ont été influencés, ils ne savaient pas pourquoi, ils ont fait tel ou tel geste, et en fait c'était des gestes qui correspondaient vraiment à ce que le comateux voulait qu'on lui fasse. Donc ça c'est quand même assez nouveau, et c'est assez surprenant aussi. Les champs morphogénétiques de Shedrack rentrent tout à fait dans ce champ d'investigation, puisque on pourrait imaginer qu'il y ait un champ d'information, certains appellent les champs akashiques ou la supraconscience, peu importe, et que l'on pourrait puiser dans ces champs des informations, ce qui expliquerait que simultanément sur la planète on découvre plusieurs choses en même temps, la même chose en même temps. Ça expliquerait aussi la progression des apprentissages. Vous voyez, les ordinateurs, on sait moins bien les faire marcher que nos enfants, et nous avons mieux appris à faire du vélo que nos grands-parents. Le cerveau pourrait être, donc, comme l'a dit Mario, un émetteur-récepteur, ça pourrait fonctionner tout à fait comme ça. C'est-à-dire que nous serions capables, nous, d'envoyer des prières dans l'univers, ou des demandes faites à l'univers, et en contrepartie, on pourrait recevoir des informations, des perceptions, des intuitions, qu'on pourrait recevoir dans certains états méditatifs, ou même pendant le sommeil. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a là-haut, ça peut être une unité divine, moi ça ne me gêne pas, le mot Dieu ne me gêne pas personnellement. Mais il faut savoir que ce modèle correspond tout à fait aux nouvelles investigations du cerveau et aux progrès qui sont faits en matière de neurosciences. Mario vous en a parlé tout à l'heure. À partir de ce concept, on peut concevoir que la guérison spirituelle existe et qu'elle aurait tout lieu d'être enseignée, ou au moins montrée dans des universités françaises. Mais bon, l'effet placebo est en tout cas reconnu. Vous savez ce que c'est que l'effet placebo? Lorsque vous recevez un médicament qui ne contient aucun principe actif, eh bien, vous allez avoir une amélioration de votre symptomatologie dans un certain pourcentage de cas. En gros, c'est dans 40% des cas. Vous voyez, cet effet placebo est quand même assez fort. Il a été montré en exergue pour des médicaments, mais même pour des opérations du genou. On a fait un effet placebo avec des opérations sous endoscopie, avec des gens qui avaient 3 petites incisions sur le genou pour des gonarthrites, et
qui n'avaient pas été opérés du tout et d'autres qui avaient été opérés. Et on a eu la surprise de voir qu'il y avait des effets comparables dans les deux cas. Tout ça parce que la personne va avoir des idées positives par rapport à la thérapeutique. A l'inverse, elle peut avoir des effets négatifs, des effets qui vont aller à l'encontre de la guérison, qui seront des effets délétères, qui seront des effets mauvais pour la santé de la personne qui prend ce médicament, ce qu'on appelle l'effet nocebo, qui serait aux alentours de 18%. Vous voyez, donc c'est donc dire l'importance de la psyché sur l'organisme et sur la santé physique. Le stress influence considérablement la santé, on le sait. On peut développer donc tout un circuit négatif par rapport au stress. Ça peut être mesuré de façon objective avec les lymphocytes T4. Lymphocytes T4 qui sont des cellules qui circulent en permanence dans l'organisme. Ce sont les gendarmes de notre corps et qui interviennent pour aller détruire des bactéries, des virus ou des cellules cancéreuses. On a tous en permanence des petits cancers, des petites infections, et grâce à ces lymphocytes T4, eh ben, on ne tombe pas malade. Et là, on a pu montrer avec une échelle de stress, en fonction de l'intensité du stress, qui va du deuil du parent proche au stress le plus faible, déménagement, etc., qu'il y avait une diminution significative et proportionnelle de ces lymphocytes T4. Donc, on le savait de façon empirique, lorsque un vieux couple perdait le conjoint, eh bien, il n'était pas rare que dans les 2 ans qui suivent, il y ait une maladie grave qui émerge dans celui qui reste, chez celui qui reste. Il y a une expérience qui est plus intéressante par rapport au stress, qui a été montrée avec des souris de laboratoire. 3 populations de souris. On leur greffe des cellules cancéreuses sur le dos et on leur fait passer le courant dans un plancher. Elles sont donc enfermées dans des cages. Première cage, on leur fout la paix, elles sont tranquilles. Deuxième cage, de façon aléatoire, on va leur faire passer le courant. Et troisième cage, on va leur faire passer le courant. Elles pourront arrêter le stress électrique avec un petit levier. Et on a eu la surprise de voir que les souris qui étaient stressées et qui pouvaient arrêter le courant développaient moins de cancer que les souris qui n'étaient pas stressées du tout. Ça, c'est étonnant, parce qu'on pouvait penser que le stress était forcément négatif. Eh bien non, à condition de pouvoir dominer son stress, eh bien, ça peut être un effet moteur, un effet positif au contraire, à condition de pouvoir le dominer. C'est pour ça que toutes ces médecines holistiques alternatives qui vont dans ce sens devraient travailler vraiment avec nous, avec les médecines occidentales traditionnelles, pour aller dans le même sens. Parce que la médecine telle qu'on la pratique est assez décevante en fait. Lorsqu'on a un cancer, qu'est-ce qu'on fait? Un cancer, c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part pour dire que ça ne va pas. Eh bien nous, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le voyant rouge. On fait de la chimiothérapie, on fait de la radiothérapie, on fait de la chirurgie, et puis c'est tout. Et puis après, on s'étonne que quelques temps après, il y a un autre voyant rouge qui s'allume et en fait, on n'a pas du tout solutionné le problème. Attention, je sais qu'il y a des gens qui me surveillent, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de chimio, de radiothérapie et de chirurgie. Je dis simplement qu'il faut faire en complément une médecine douce, alternative. Il faut influencer donc la psyché pour aller dans le bon sens. Les groupes de prière ont montré aussi à Princeton, où 2 thèses qui ont été faites, 2 thèses de médecine qui ont été faites à Strasbourg il n'y a pas très longtemps sur ce sujet, ont montré que la spiritualité avait une action positive. Bien sûr, on sait que les gens qui sont dans le positif, eh bien, ils vont guérir mieux et plus vite que les autres. Nous, on le sait, soignons, quand il y a quelqu'un qui arrive pour se faire opérer et puis qui commence à rouspéter parce que la télé a des parasites, parce que le repas est tiède, etc. Ouh là là, on se dit, celui-là, il va nous faire des problèmes et ça loupe pas. Il développe des infections après l'opération, etc. Donc, l'influence positive, des idées positives par rapport à sa maladie est très 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 importante. Les groupes de prière, c'est autre chose, on ne sait pas du tout comment ça marche. Vous savez, ça a été fait en double aveugle à l'université de Princeton avec des gens qui priaient pour des malades qui devaient récupérer de pathologies cardiaques. Et on a eu la surprise de voir que les gens pour lesquels on avait prié,
avait une durée de séjour plus faible, donc en fait guérissait plus vite. Donc il y avait une action positive, comme dit Nelson pour son générateur de nombres aléatoires. C'est comme l'aspirine, on ne sait pas comment ça marche, mais en tout cas ça marche et c'est ça l'essentiel. Donc il ne faut pas négliger ces prières que l'on peut adresser aux autres et dans une intention positive pour que la personne guérisse. Une étude plus surprenante qui a été publiée dans l'American Journal a montré que les prières pouvaient avoir un effet négatif, mais ça, alors je vais vous expliquer, parce que ça mérite quand même des explications, parce que l'étude n'avait pas été faite en double aveugle, et c'est pour ça que, en fait, les gens pour lesquels on avait prié, eh bien, se portaient plus mal que les autres. Et c'est pas surprenant du tout, parce que les gens savaient qu'on avait prié pour eux, si vous voulez. Donc c'était pas un double aveugle. Et comme ils n'étaient pas forcément dans la spiritualité, ils avaient eu peur de ça. Ils avaient dit, eh ben dis donc, si on prie pour moi, je suis foutu, quoi. Voilà. Bon. Et ils étaient donc plus malades après ces prières qu'avant. Donc je vous le dis, parce que si jamais vous priez pour des gens, des amis qui sont en situation difficile, peut-être il ne faut pas leur dire qu'ils pourraient développer des idées négatives par rapport à la prière. Laurie Smith aussi, peut-être vous avez vu ce petit sujet sur TF1, on était venu m'interviewer pour faire un petit sujet de 3 minutes sur les expériences extraordinaires. Laurie Smith est une jeune femme qui a été victime de ce qu'on appelle un coma gravidique. Elle a mis au monde son 4e enfant, et son 4e enfant est arrivé à terme comme il faut, mais elle a développé un coma très grave. Le coma gravidique, c'est un coma très grave, avec un œdème cérébral. Elle a fait 2 arrêts cardiaques, elle les a récupérés, et les réanimateurs ont continué donc sa réanimation, tout simplement pour préparer l'entourage au deuil, parce que quoi de plus douloureux lorsqu'on est dans un moment de fête, comme ça, attendre un 4e enfant, que d'annoncer que la maman va mourir. Donc, quand tout le monde a été à peu près prêt, elle était en coma dépassé déjà, ils ont décidé d'arrêter. Mes confrères réanimateurs de Cincinnati ont convoqué la famille et ils sont tous passés, les uns après les autres, pour dire au revoir à Laurie Smith. Lorsqu'est venu le tour de la cadette, elle a demandé à sa mère, « Maman, si tu m'entends et que tu m'aimes, bouge tes yeux. » Et la stupéfaction, la maman a ouvert les yeux. On ne sait pas du tout comment c'est possible. C'était une sorte de miracle. C'est pour ça qu'on l'appelle surtout dans certaines publications, vous pourrez voir sur Internet, le miracle de Cincinnati, parce que c'était complètement incompréhensible. Elle était en coma dépassé, on allait la débrancher, etc. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui est très surprenant. C'est que, dès son réveil, elle a dit « Je suis revenue parce que Dieu l'a voulu et qu'il a entendu vos prières. » Et ce que Laurie Smith ne savait pas à ce moment-là, bien sûr, c'est que s'était constitué un groupe de 70 personnes qui priaient tous les jours pour elle, pour qu'elle revienne, pour élever ses enfants. Donc là aussi, on ne sait pas du tout comment ça marche, et il faut avoir l'humilité de dire que ça a bien existé, et c'est bien surprenant, et on ne comprend pas tout. Vous voyez, il y a vraiment de quoi être très humble par rapport à tout ça. Il existe des lieux privilégiés pour prier. Fatima, Jérusalem, on évoquait tout à l'heure l'eau de Lourdes, où j'ai personnellement vécu quelque chose d'assez particulier. Vous allez dire, celui-là, il est spécial, les entités, les guérisons. Oui, ben pourtant, je suis bien obligé d'en parler, puisque ça m'est arrivé. J'avais une fracture très grave de l'épaule, et je devais rester bloqué à 10 degrés dans tous les sens. Le chirurgien avait dit à mes parents, eh bien, on va attendre qu'il soit adulte, on lui mettra une prothèse d'épaule. Donc mes parents étaient bien sûr très malheureux de ça. Et j'ai voulu aller à Lourdes. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu aller à Lourdes, parce que je vous promets, je n'appartiens à aucun groupement philosophique, religieux ou sectaire, je le dis et le redis encore. Je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu une éducation catholique, c'est sûr, mais rien de plus. Et lorsque je suis arrivé à Lourdes, j'ai ressenti quelque chose de très fort au niveau vibratoire, on pourrait dire ça comme ça maintenant. À l'époque, je ne parlais pas de vibration et tout, mais j'étais très ému, j'avais des frissons de voir tous ces gens qui étaient en détresse, avec des fauteuils roulants, avec des lits médicalisés, c'est terrible. Et lorsqu'on arrive près de ce rocher, où on doit embrasser
le rocher où est apparue Marie il y a un peu plus de 150 ans, à Bernadette-Soubirous, eh ben, j'ai prié Marie. Je n'ai pas récité juste « Je vous salue Marie », j'ai simplement demandé quelque chose de très ambitieux. J'ai demandé que tous ces gens guérissent, parce que tellement ça m'avait choqué de voir tous ces gens malheureux. Et j'ai ressenti quelque chose, un petit frisson, voilà, c'est tout. Et puis on est parti, longue route. Ma grand-mère qui avait voulu nous accompagner, qui récitait des chapelets à côté de moi, mon père qui conduisait, ma mère. Et quelques kilomètres avant d'arriver chez moi, j'ai ressenti une chaleur, mais véritablement une chaleur, comme une pression sur mon épaule. Et je savais que j'étais en train de guérir. Je ne l'ai pas dit à personne. Mais le lendemain, stupéfaction, je pouvais bouger mon bras dans tous les sens. Mes parents téléphonent à ma grand-mère, qui était folle de joie, évidemment, vous en doutez. Mes parents aussi. Mais le plus étonné, ça a été le chirurgien, qui a pris les clichés dans tous les sens et il a dit on ne comprend rien, on dirait qu'il n'y a jamais rien eu au niveau de cette épaule. Tout ça pour dire que je crois que la guérison spirituelle, ça existe. On peut avoir peut-être un choc psychologique, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Si on est absolument dans la rationalité, on va dire que c'est peut-être l'effet placebo qui joue, qui peut même expliquer des guérisons aussi brutales que ça, par un choc émotionnel. Mais je me dis que si je n'avais pas eu une foi en la guérison mariale, ça n'aurait pas marché. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. Je n'arrive pas à savoir si véritablement il s'agit d'une guérison miraculeuse ou si c'est une guérison induite par l'effet placebo. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Comment prier? Je crois qu'il n'y a pas de recette. Certains récitent des mantras, d'autres des textes religieux catholiques. Certains se concentrent, d'autres respirent, exsufflent le négatif, insufflent le positif. Mario Beauregard a essayé d'étudier ça de façon très rationnelle avec ces carmélites, ces braves carmélites qui sont bien dociles là-bas et qui ont fait donc toutes ces expériences d'IRM qui ont montré que finalement le côté matériel de la spiritualité n'existait pas. Et c'est très malin d'avoir fait ça avec des outils matériels, avoir démontré que la spiritualité était complètement immatérielle. Et ce que l'on peut dire maintenant, c'est que c'est probablement trop subtil pour pouvoir être rationalisé par des expériences de ce genre. En tout cas, la thèse de Melvin Morse sur cette divine connexion, on a pris un sérieux coup là avec cette étude de Mario. Et on a vu que différents foyers s'allumaient et que c'était tout à fait personnel. Et ça, c'est très intéressant quand même parce que c'est une avance considérable par rapport à tout ce qui pouvait être du domaine de la croyance. La réanimation et la spiritualité, on pourrait imaginer que c'est deux choses différentes. Eh bien non, pas du tout. On peut exercer le métier que j'exerce en ayant le côté spirituel un petit peu développé. Il faut savoir qu'un comateux doit être toujours entouré d'amour et d'affection. Il ne faut jamais abandonner un comateux. Dans la majorité des cas, les comateux ne se souviennent de rien, ou disent ne se souvenir de rien. Alors pourquoi ils disent qu'ils se souviennent de rien? Est-ce que c'est comme dans les rêves? Est-ce qu'ils ne veulent pas en parler tellement l'expérience est forte? On n'en sait rien. Mais quand il y a une expérience forte, je vous promets qu'elle est vraiment très forte. Et moi j'ai tout un tas de témoignages que vous retrouverez dans mon livre, qui sont très émouvants parce que les gens perçoivent véritablement l'amour qui est autour d'eux, même par télépathie, ils peuvent percevoir ça. Donc il faut aller les voir, il faut les toucher, il faut leur faire écouter de la musique, il faut leur montrer des photos, etc. Il faut les stimuler. Et ça, on commence à le savoir, à bien le savoir dans les centres d'éveil, puisqu'on a toutes ces attitudes qu'on n'avait pas avant. On a la surprise de rentrer dans des box de réanimation et on voit des personnes qui sont intubées, ventilées, avec les yeux fermés et des photos qui sont affichées donc, au mur, des musiques qui sont diffusées, parce qu'on ne sait pas du tout ce que devient la conscience de ces personnes qui sont dans le coma. En tout cas, il faut leur donner de l'amour, ça c'est sûr. On a déjà parlé du prélèvement d'organes, donc je ne reviens pas, des NDE aussi. Je voudrais simplement vous dire que il ne faut pas faire d'acharnement affectif.
Nous, médecins, il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique, c'est sûr. Il ne faut pas poursuivre au-delà du raisonnable une réanimation. Et vous, il ne faut pas faire non plus d'acharnement affectif. Qu'est-ce que c'est l'acharnement affectif? Eh bien, c'est lorsque vous voulez à tout prix retenir celui qui doit partir de l'autre côté dans son corps terrestre, dans son véhicule. Je parle comme ça, c'est pas très médical de parler comme ça, mais tant pis, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Si on considère ce schéma, qui rejoint tout à fait la pensée spirit kardéciste, ce corps terrestre qui est immobile dans le coma et qui est relié par un cordon, on pourrait dire c'est un cordon d'argent, moi ça ne me dérange pas du tout, à quelque chose qui ne porte pas encore de nom en médecine, qu'on pourrait appeler le corps astral, le corps spirituel, j'en sais rien, le corps éthérique, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est ça l'essentiel. Il faut se comporter comme si ça fonctionnait comme ça, tout simplement. Et à un moment donné, il faut savoir, nous, médecins, couper ce cordon. C'est-à-dire ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Et vous aussi, avec tout l'amour que vous pouvez avoir, il faut savoir couper ce cordon pour laisser l'entité monter dans la lumière. On pourrait voir les choses comme ça. Je vais vous raconter une anecdote très parlante. Une jeune femme vient me voir et elle me dit, vous savez docteur, c'est terrible ce qui arrive, mon père il n'arrête pas de continuer à vivre. Alors que vous me dites que tous les médecins me disent qu'il doit partir, qu'il va mourir, et il est là, il est toujours là. Et en fait, elle pratiquait de l'acharnement affectif. Elle était tous les jours à son chevet, elle pleurait toutes les larmes de son corps et elle lui demandait de rester, d'être en vie, de continuer à vivre. Alors que c'était absurde, puisque c'était une vie qui était devenue désespérée et qu'on attendait tous qu'une chose, même lui sûrement, c'était de partir. Il lui manquait l'autorisation de sa fille. Alors, je ne lui ai pas parlé de ce schéma parce que j'ai encore envie d'exercer mon métier. Oui. Mais je lui ai dit, vous savez, votre papa, vous devriez lui faire comprendre qu'il peut partir maintenant. Ah bon? Elle m'a regardé avec des grands yeux ronds. J'ai vu que je l'avais choquée, j'ai cru que je l'avais choquée. Elle est partie sans rien dire. Et puis elle est revenue très vite. Et elle m'a dit, vous saviez docteur, vous aviez raison. J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire et papa est parti dans les 15 minutes. Donc c'est bien ça, il attendait que l'autorisation. Moi je pense que c'est très important de ne pas faire d'acharnement affectif et d'être présent auprès des comateux. On pourrait s'intéresser, on a vu avec les vésicules et les échanges entre les synapses neuronaux, à la médecine quantique. Et on pourrait s'intéresser aussi à ce qu'avait parlé Dutheil il y a très longtemps, sur ces univers supralumineux. Très schématiquement, nous sommes dans un univers infralumineux, électronique. Si nous atteignons 300 000 km par seconde, nous serions dans un univers photonique, un univers lumineux. Et encore au-dessus, au-delà de 300 000 km par seconde, nous serions dans un univers tachyonique, supralumineux, où le temps n'existerait pas, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de passé, de présent, de futur, et on aurait dans cet univers-là, en fin de compte, la connaissance absolue. Et ça rejoint tout à fait ce que nous disent les expérienceurs. Ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'ils ont traversé un tunnel qui ressemble beaucoup à ce que les mathématiciens disent être les trous noirs. Si on atteint cette vitesse et qu'on la dépasse, la Terre serait tellement dense qu'elle serait très petite, elle ferait un trou noir pour passer dans une autre dimension. Et on atteint une lumière d'amour, avec donc une impression d'amour inconditionnel qui est tellement forte et tellement puissante qu'elle balaye d'un trait toute notre vie terrestre. Les gens ne sont pas malheureux de quitter leur corps. Pourtant, nous, on est très malheureux de les voir partir. Par contre, ils sont très malheureux de quitter cette lumière. C'est dire quand même la puissance de l'amour de cette lumière qu'ils reçoivent au moment où ils sont dans la lumière. Rien de comparable sur Terre, disent-ils. Et on peut concevoir aussi que si on est dans un espace où le temps n'existe pas, eh bien on a des possibilités de rétrocognition, de se souvenir de défilé de sa vie, etc., de précognition aussi. Certains expérienceurs ont deviné ce qui allait leur arriver
c'est plus rare, mais ça arrive après leur expérience. Et on pourrait aussi avoir un certain nombre de parallèles avec la médiumnité. Est-ce que les médiums ne seraient pas tout simplement capables d'atteindre cet univers, peut-être par leur glande pinéale, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont des capacités de clairvoyance, des capacités de clairaudience indéniables, et aussi des capacités de précognition. Ils vont deviner quelquefois le passé des gens sur lesquels ils vont se concentrer. Et ça amène aussi à parler de la réincarnation. Je sais que les thèses de réincarnation, que ce soit les bouddhistes, les hindouistes ou même les kardécistes, ne collent pas trop avec cette hypothèse, mais pourquoi pas ne pas imaginer, en tout cas c'est simplement un modèle de pensée, je ne dis pas que c'est comme ça du tout, mais je dirais que d'après cette hypothèse, si vraiment c'est atteindre, l'esprit atteint à une dimension où le temps n'existe pas, on n'a pas du tout la progression des réincarnations karmiques, avec une progression, mais on aurait simplement donc une possibilité de réincarnation, soit dans le passé, soit dans le futur, ou avec aussi des possibilités de contact avec des esprits, alors que l'être est déjà réincarné, pourquoi pas. Moi, ça m'a toujours interpellé, c'est quand les médiums ont des contacts avec des êtres qui sont donc de l'autre côté, et qui sont peut-être déjà réincarnés. Alors donc, si on a ce modèle, ça peut coller. Et ça peut coller aussi avec l'hypothèse qu'il y aurait des gens qui viendraient peut-être du futur, et dans des réincarnations, en fait, dans le futur. C'est une hypothèse, c'est simplement une hypothèse. Hein, attention, hein. Je sais qu'il y a des gens du Conseil de l'Ordre, je ne dis pas que ça se passe comme ça, c'est une hypothèse, c'est tout. Mais ça pourrait coller, parce qu'il y a par exemple des gens, comme Léonard de Vinci, qui sont arrivés en dessinant des hélicoptères ou des sous-marins. Donc pourquoi pas. En tout cas, c'est assez séduisant pour l'esprit, en tout cas. Alors, je vais terminer rapidement, parce qu'on a pris du retard, donc je ne vais pas empiéter sur le suivant. J'aurais voulu vous développer un petit peu plus les signes de l'au-delà. Mon livre s'articule comme ça, les preuves scientifiques d'une vie après la vie. Dans une première partie, j'explique les comas de façon très rationnelle et scientifique, les expériences de mort imminente, etc. Puis ensuite, je développe les expériences de mort imminente, la révolution du monde scientifique. Et ensuite, dans une troisième partie, je parle de ces signes de l'au-delà, au-delà de la science de l'au-delà, parce que je crois que la science de l'au-delà est émergente et les scientifiques commencent à s'intéresser à ça de façon très rationnelle, et ça, c'est tant mieux. Transcommunication mentale, c'est tout simplement la médiumnité. Transcommunication instrumentale, par des instruments, il semblerait qu'on puisse recueillir des informations qui viennent d'une dimension qui nous échappe, mais des informations soit enregistrables. Le laboratoire de Bologne d'électroacoustique fait des recherches là-dessus, ou des informations visuelles sur des écrans de télévision par exemple. Et les signes électriques sont très nombreux. Beaucoup de gens m'écrivent qui, à la suite de décès, ont eu des signes donc de lampes qui s'éteignaient, qui se grillaient, des électrophones qui se mettaient en route tout seuls. Georges Tussin, par exemple, qui est un ami, qui est devenu un ami maintenant, qui fait des émissions sur le paranormal, a eu un signe électrique époustouflant. Il avait avec sa femme un signe, enfin un chiffre fétiche, le 17. Ils se sont connus un 17, ils se sont mariés un 17, oui, ça vous me direz, on peut le ranger. Mais son épouse est partie un 17, chambre 17 à 17h. Donc encore des 17 partout. Et elle y a fait un dernier signe électrique qui est très joli. Et ça va vous faire rire, je le sais, parce que chaque fois ça fait bien rire, malgré cette tragédie. Mais le départ n'est pas finalement aussi triste que ça. Il est rentré chez lui et il a constaté qu'il y avait 15 ampoules grillées chez lui. Alors vous imaginez 15 ampoules en même temps. Et c'est déjà exceptionnel. Il les a comptées, recomptées, il a cru devenir fou et il en manquait 2. Et donc il est parti. Il est parti faire un tour, il a dit je vais prendre l'air, il a pris sa voiture, il y avait les 2 phares grillés. Vous voyez, je signale à ce propos la sortie du livre L'épreuve de survivance, qui est édité aux éditions Kimzo par Christophe Barbet, où il a répertorié tous ces témoignages de gens qui avaient eu des signes fabuleux venant d'une dimension qui nous échappe.
Je vous accorde que c'est pas très scientifique, mais en tout cas, c'est très rassurant de savoir qu'il y a des gens qui font ce genre de témoignage. Pour terminer, je voulais mettre en exergue cette phrase de Schopenhauer. Toute grande idée est d'abord ridiculisée, je crois que nous avons passé le cap, puis violemment combattue, on y est là, je peux vous le dire, avant d'être acceptée comme une évidence. Je crois qu'il faut accepter toutes les approches intellectuelles, même si elles peuvent sembler farfelues aujourd'hui, peut-être que le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain, et en tout cas il faut mépriser personne, et il faut écouter tout le monde, toutes les expériences sont bonnes à recueillir. Je crois que c'est que comme ça qu'on arrivera à progresser sur le chemin de la connaissance, qui est aussi le chemin du partage et de l'amour. Je vous remercie.